Merci d'abord pour cette présentation très équilibrée, bon, un peu clair-obscur et quelque part laissant quand même apparaître une forme de pessimisme dans un climat actuel. C'est vrai qu'après une phase qui était plutôt une phase de poussée, de réussite, etc., laisse apparaître voilà, un sentiment plus mitigé. Je dirais que c'est normal que le climat change à partir du moment où on commence à rentrer dans le dur de négociation des projets. C'est fini les effets d'annonce. Et là, on rentre quand même dans le dur des négociations, notamment industrielles, de l'avion du futur, du char du futur, de l'installation du FEDEF, etc. Donc ça, c'est un peu normal. Ensuite, on est quand même dans une période électorale où forcément les élections à venir créer un climat de discussion à l'intérieur des sociétés, avec quand même une instabilité aussi gouvernementale partout dans les grandes capitales européennes, et avec un climat politique qui s'est dégradé, je dirais, un peu partout. Donc c'est aussi normal mais il y avait quand même dans toute la démonstration des aspects implacables. Notamment sur les finalités qui ne sont au départ pas les mêmes et sur une interrogation de la capacité à ce que ces finalités se rejoignent. Mais ce n'est pas mon temps de parole, je l'ai eu déjà la fois dernière, donc je suis très heureux de passer la parole à Delphine à la fois pour revenir sur le propos de Bastian Biguerich et puis de commencer à le soumettre au questionnement avant qu'on passe aux questions de la salle. Puis quelquefois, je me permettrai moi-même de poser une ou deux questions. Delphine. Avant de prendre un petit peu la parole et de revenir sur certains aspects, puis de poser beaucoup de questions, puisque la présentation m'a beaucoup intéressée, je souhaite d'abord vous dire combien je suis heureuse d'être là ce soir, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, puisque c'est le sujet de ma thèse en réalité, comment la France et l'Allemagne ont lancé l'Europe de la défense. Et c'est le sujet qui m'a fait connaître Louis Gauthier il y a une quinzaine d'années, quand j'étais venue lui poser des questions en entretien sur l'époque où Mitterrand et Kohl avaient mis en œuvre l'Eurocorps notamment. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Alors, il me semble que si on veut bien resituer la coopération militaire franco-allemande, en fait, il faut... Ça ne me rajeunit pas, hein. C'était sympathique, mais... je garde un excellent non souvenir seulement ça ne me d'entretien. rajeunit pas, mais en même temps, ça montre que voilà, les efforts sont parfois pas aussi fructueux que 20 ans après que ce qu'on imaginait au départ. Enfin bon, voilà. Il y a des jeunes, il y a des étudiants, ils sont convergés à vous ferez la suite sur cette coopération. Voilà. Alors je vais repartir un petit peu de la conclusion de Bastian, et il me semble que c'est important peut-être pour bien resituer le contexte de la coopération militaire franco-allemande, en particulier dans son contexte européen, de rappeler finalement qu'elle a une dimension qui tire vers la légitimité. Et c'est là-dessus que j'aimerais beaucoup revenir. Et puis une dimension qui questionne son efficacité, c'est ce qu'a fait Bastien de façon brillante ce soir. Il l'a très bien éclairé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, à part à travers mes questions. Moi, j'aimerais revenir sur la question de la légitimité de cette coopération, puisque la coopération militaire franco-allemande, elle est très particulière si on la compare avec les autres coopérations militaires qui existent en Europe, et notamment l'autre grand partenaire pour la France qui est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Dans le cas de la coopération franco-allemande, et ça a été dit par Bastien à la fin de son intervention, il y a une dimension politique qu'on ne peut pas éluder, qui est une donnée en fait de base, qui est la réconciliation. Et il se trouve que dans les années 90, cette mise en œuvre, cette mise en lumière symbolique, cette mise en scène, elle était très fréquente. On était un petit peu retombé sur des choses beaucoup plus concrètes dans les années 2000. Et là, depuis l'annonce du Brexit, on se rend bien compte que du côté français comme du côté allemand, il y a justement une remise en scène symbolique très importante. Et le meilleur exemple, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle de la semaine dernière, d'il y a 10 jours. Alors pour revenir un petit peu sur cette question de la symbolique, il me semble d'abord important de rappeler, j'ai regardé un petit peu les eurobaromètres avant de venir, et je me suis rendu compte que parmi les opinions publiques françaises et allemandes, l'Europe de la défense a très bonne presse.
C'est vrai globalement dans l'Union européenne, avec un taux de soutien autour de 75% en moyenne chez tous les citoyens européens interrogés. Mais en France et en Allemagne, quand on pose la question aux citoyens, voulez-vous que l'Europe soit plus autonome stratégiquement? Voulez-vous que l'Europe approfondisse sa politique de défense? On se rend compte que le taux d'affirmation des citoyens français et allemands est largement au-dessus de cette moyenne. Alors un petit peu inférieur du côté français, 77% pour les derniers Eurobaromètres en 2017. Côté allemand, en revanche, le citoyen allemand est très proactif, très favorable, avec à peu près un taux de soutien entre 81 et 84%, selon la façon dont la question est posée. Donc ça montre bien qu'il y a un intérêt assez fort pour cette question-là, et que du coup, du point de vue du politique, il y a un intérêt fort à mettre en scène ce couple franco-allemand sur les questions de défense européenne. J'ai aussi trouvé un sondage qui avait été conduit en 2016, juste au moment justement du Brexit, du référendum sur le Brexit, parmi des parlementaires français et allemands sur les différents sujets européens qui leur semblaient avoir le plus fort potentiel de consensus. Eh bien, de façon pas très étonnante finalement, c'est la défense qui ressort le plus, très loin devant des questions qui touchent par exemple à la gouvernance économique de l'euro, l'eurozone ou même les questions d'immigration par exemple, où la France et l'Allemagne n'ont pas forcément le même point de vue. Alors, pour revenir un petit peu sur ce recours en symbole, en fait, quand on regarde comment ce couple franco-allemand est mis en scène comme une locomotive pour l'autonomie européenne et pour la défense européenne, on se rend compte qu'il y a en fait deux grands types de symboles qui sont utilisés, des symboles historiques d'abord, et puis une rhétorique politique. Ensuite, alors pour revenir juste sur quelques exemples de symboles historiques, l'année 2018 nous en a fourni un certain nombre, avec notamment le discours du président Macron quand il a reçu le prix Charlemagne des mains de la chancelière à Aix-la-Chapelle, justement. Et ce prix Charlemagne, il est hautement symbolique parce que, comme vous le savez, Charlemagne est considéré comme le Rex Pater Europae, le père de l'Europe moderne. De la même façon, autre élément très symbolique qui rappelle beaucoup d'ailleurs ce qu'avait fait Mitterrand en 1983, le discours d'Emmanuel Macron devant le Bundestag en novembre 2018, qui là aussi montre combien il est important dans les plus hauts niveaux politiques de mettre en scène cette coopération franco-allemande. On pourrait citer également les célébrations de l'armistice, de l'anniversaire de l'armistice en 2018. Du point de vue de la symbolique politique, là encore, on se rend compte, et ça c'est assez intéressant quand on lit par exemple le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron en 2017, on se rend compte qu'à la fois il nous parle de communauté de destin avec l'Allemagne, exactement les mots de Gaulle et Adenauer en 1963, exactement les mots repris depuis par la chancelière, et ce sont les mots qui figurent dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Mais ce qui est également assez intéressant, c'est que dans ce discours, on dénote quand même une évolution française sur la question de l'OTAN, qui a été assez longtemps un sujet non pas de discorde, mais de friction entre la France et l'Allemagne. Autrement dit, au début de l'Europe de la défense, dans les années 90, pour la France, il était assez clair que l'objectif, c'était d'avoir une défense européenne la plus autonome possible vis-à-vis de l'OTAN. Là, on s'est rendu compte depuis, à travers les déploiements, à travers notamment le contexte international qui évolue, que l'Europe de la défense ne peut avoir de sens que si elle complète l'OTAN, et non pas si elle vient jouer sur les mêmes terrains. Les budgets de défense étant restreints, la duplication n'est forcément pas la bonne solution. Et justement, dans le discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron a développé cette idée qu'il fallait travailler de concert avec l'Allemagne pour développer une capacité militaire européenne autonome, mais complémentaire de l'OTAN. Et ce qui m'a intriguée, et j'ai été regarder un petit peu dans l'historique de l'Europe de la défense, c'est que c'est le choix des termes qui avaient été effectués pour l'accord de Saint-Malo en 1998, qui est justement l'accord fondateur qui permet à la France et à l'Allemagne de lancer enfin l'Europe de la défense avec le partenaire manquant, sans lequel ce n'était pas possible, la Grande-Bretagne. Donc j'aurais une question du coup pour Bastian sur comment faire du coup avec notre partenaire britannique à l'avenir, puisque c'est un sujet qu'il n'a pas forcément abordé. Comment garder Londres avec nous, puisqu'il me semble évident que l'autonomie stratégique européenne, elle ne peut pas se passer de Londres. Est-ce que ça passe par l'OTAN? Est-ce que ça passe par d'autres formats? Et comment est-ce que cette relation à Londres est vue en France et en Allemagne? J'aimerais revenir également un tout petit peu, avant peut-être de poser des questions plus précises, sur les divergences que Bastian a pointées déjà. Alors en l'occurrence, il me semble qu'une des divergences les plus importantes, notamment dans le contexte de plus en plus fort de l'utilisation des forces armées dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, ce qui est le cas en France avec l'opération Sentinelle,
les divergences entre la France et l'Allemagne posent quand même de vraies questions. Puisque pour le coup, si on envisageait une force armée commune à l'échelle européenne, comment voir les choses et comment la mettre en œuvre quand il s'agit d'aller faire de la lutte contre le terrorisme sur le territoire européen? Pour avoir interviewé pas mal de parlementaires allemands ces 2 dernières années, ce qui est ressorti en fait de toutes ces interviews, c'est que c'était assez impossible pour un Allemand d'imaginer un militaire allemand faire une opération sentinelle sur le sol allemand. Tout simplement parce que ça relève du travail de la police. Autrement dit, le partage des tâches n'est pas du tout perçu de la même façon en France et en Allemagne sur cette question de l'usage de la force dans la lutte contre le terrorisme. Et on voit bien que la lutte contre le terrorisme, elle passe par des opérations extérieures, dans lesquelles la France et l'Allemagne sont engagées, en Syrie, au Mali notamment, mais ça passe aussi beaucoup par la sécurisation, la protection du territoire national. Comment on peut envisager ça à l'échelle européenne avec des cultures stratégiques qui sont finalement si différentes? Pour aller encore un petit peu plus loin sur ces divergences de culture stratégique entre ces 2 pays, je ne reviendrai pas sur la différence que les 2 pays mettent autour de la notion d'autonomie stratégique européenne, puisque ça a été très bien démontré. Mais pour le coup, on se rend bien compte, encore une fois, quand on lit les documents stratégiques récents, donc la revue stratégique française de 2017, le livre blanc allemand de 2016, qu'au fond, si on est vraiment cynique, et là je suis désolée, je vais être un peu cynique, à part la défense européenne, en fait, la France et l'Allemagne, du point de vue de leur doctrine stratégique, se rejoignent finalement assez peu. Que ce soit sur les formats des armées, sur les missions de ces armées, sur la façon dont on envisage le futur de ces armées, au fond, la seule chose que partagent vraiment Paris et Berlin, c'est la défense européenne, tout en utilisant d'ailleurs des termes qui ne sont pas du tout les mêmes. Du côté français, on parle d'Europe de la défense, on est les seuls au monde à le faire. Du côté allemand, on va parler de politique européenne de défense. On voit que déjà dans la sémantique, on n'est pas du tout dans les mêmes ambitions. Du côté français, le terme Europe de la défense, ça traduit une vision d'Europe puissance, l'idée que l'Europe doit s'affirmer comme un pôle de leadership, comme un pôle de puissance. Du côté allemand, Bastien l'a bien montré, l'idée c'est d'agir davantage, favoriser le multilatéralisme dans un monde dans lequel il est remis en question de plus en plus par des puissances émergentes ou réémergentes. Je pense à la Chine, au Brésil notamment, ou à la Russie. Alors, il m'est venu un exemple en tête en écoutant Bastien. Il me semble me souvenir qu'à l'été 2016, quand Jean-Yves Le Drian était encore ministre de la Défense, il avait proposé à ses partenaires européens, et notamment à l'Allemagne, que l'Union européenne envoie des vaisseaux, des bâtiments navals en mer de Chine pour essayer de dissuader la Chine d'entreprendre des actions à l'encontre du droit de la mer, notamment autour des îles Paracels et des Spratly. Et il se trouve qu'à l'époque, Berlin avait estimé que ce n'était pas tellement le job de l'Union européenne parce que ça n'entrait pas directement dans les intérêts européens, la Chine et la mer de Chine étant au fond bien éloignées. Et finalement, quand on repense à cet exemple, ça pose un petit peu question, puisque quand on le met en miroir avec la proposition récente de Olaf Scholz en novembre 2018, donc qui est le vice-chancelier, qui a proposé à la France de mutualiser son siège au Conseil de sécurité, ça dénoterait du côté allemand un apprentissage très rapide qui lui permettrait de prendre en compte justement des intérêts européens de façon élargie. Bon, il se trouve que là, le Quai d'Orsay lui a opposé de façon très polie une fin de non-recevoir en disant que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais bon, ça pose quand même question, me semble-t-il. Alors au fond, peut-être pour conclure et avant d'en venir à des questions très pratiques, il me semble qu'une question aussi qui est à poser, c'est au fond de savoir d'abord comment la coopération militaire franco-allemande s'articule avec les engagements militaires des 2 États, puisqu'on est un peu sur des coopérations multicouches finalement, où la France et l'Allemagne font des choses ensemble, ils font aussi des choses séparément avec des partenaires. Comment tout ça s'imbrique-t-il dans la logique de la coopération militaire européenne? Ça, il me semble que c'est une question qui est loin d'être résolue. Deuxième question importante, et là je repense un petit peu à la fin de ma thèse, en fait, dans les années 2006-2007, qui est une époque à laquelle un pays, notamment qui est la Pologne, voyait d'un assez mauvais œil le couple franco-allemand, allant parfois dans les entretiens que j'avais pu conduire avec des diplomates polonais, le retour d'une forme de diktat, plutôt que d'une locomotive. Alors là, la question, du coup, c'est comment faire pour associer les autres pays européens? Sachant qu'on le voit bien, un certain nombre de ces États européens sont en proie à des turbulences gouvernementales, que ce soit l'Italie ou la Hongrie. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, notamment les États de l'Est, les États baltes ou la Pologne,
Là encore, leur priorité, c'est pas forcément renforcer l'Europe de la défense. C'est se prémunir contre la menace russe, et pour eux, la meilleure garantie, pour l'instant, que cela nous déplaise français ou allemands, c'est encore l'OTAN. C'est pas ni la PESCO, ni l'initiative européenne d'intervention. Donc il me semble que c'est vraiment, là, il y a une question importante que la France et l'Allemagne vont devoir prendre à bras le corps, c'est comment on articule tous ces engagements de coopération militaire pour avancer vers une défense européenne qui soit peut-être moins dans le symbolisme, comme c'était beaucoup le cas finalement ces derniers mois, et qui soit plus dans le pragmatisme. C'est-à-dire, l'idée d'une armée européenne, c'est très bien en théorie, mais en pratique, ça cache quoi, au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous dit d'ailleurs? Et ça, c'est une question pour Bastien. Il a un petit peu abordé cette idée de l'armée européenne. Qu'est-ce que ça nous dit du couple franco-allemand? Parce qu'on voit bien que techniquement, dès qu'on réfléchit 5 minutes, il y a beaucoup d'obstacles qui nous font penser que cette armée européenne, elle ne verra pas le jour ni à court terme ni à moyen terme. Qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la façon dont la France et l'Allemagne se projettent dans l'Europe de la défense? Alors pour en venir maintenant à des questions un petit peu plus concrètes, alors je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens parce qu'en fait il y a beaucoup de questions que je me suis posées en vous écoutant. Une première question qui est peut-être un morceau un peu costaud. Au fond, puisque la pierre d'achoppement semble être la culture stratégique de ces deux pays, comment pourrait-on faire pour essayer d'avancer davantage, de façon pragmatique, vers une culture stratégique européenne? Autrement dit, si je décompose ma question, à votre avis, quelle est la bonne dynamique? Est-ce que c'est la dynamique bottom-up, c'est-à-dire à travers des opérations qui permettent aux hommes de se côtoyer, ce qui a été un petit peu fait, mais c'est pas forcément ce qui a porté le plus de fruits, ou est-ce qu'au contraire, ça doit passer par des initiatives plutôt top-down, c'est-à-dire des initiatives politiques de haut niveau qui pourraient devenir plus contraignantes? Autrement dit, est-ce que vous auriez une recette ou des tuyaux à donner éventuellement à la France et à l'Allemagne sur cette question-là? Autrement dit, est-ce que c'est avec la PESCO et l'IEI qu'on va vers cette culture stratégique ou pas vraiment? Oui, je pense. Bastien, il y avait déjà au fil de propos de Delphine un certain nombre de questions. Je pense notamment à la problématique de l'articulation avec les Britanniques, qui me paraît être une question essentielle. Mais il y en avait d'autres avant. Et puis cette question, donc on vous laisse la parole pour rebondir. Bien, merci Delphine de ces observations, ces commentaires très pertinents. Pour ma part, j'essaierai de, peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas la plupart d'entre elles. Et pour commencer, une observation très juste sur le fait qu'il y a un véritable triangle à prendre en compte et qui inclut la relation avec le Royaume-Uni en matière de sécurité et défense, mais également la relation anglo-allemande ou sur ce même chapitre. Alors là, la France est dans une situation privilégiée dans la mesure où la relation entre la France et l'Allemagne en la matière est très forte, sécurité et défense, et la France a de bonnes relations avec le Royaume-Uni, et le lien faible, le maillon faible, c'est justement entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, même s'il y avait une déclaration commune signée par l'Allemagne et le Royaume-Uni au mois de novembre, il me semble, il n'en reste pas moins que sur le fond, le compte n'y est pas. Maintenant, si vous examinez cette relation triangulaire, il y a plusieurs façons, disons, d'envisager l'autonomie dans ce contexte. Je crois qu'il y a une façon d'aborder les choses qui pourrait réconcilier peut-être ces trois acteurs autour du concept de la sécurité, c'est qu'au bout du compte, lorsque l'on s'intéresse aux capacités autonomes, l'idée c'est que les Européens devraient être en mesure de répondre aux menaces. Il ne s'agit pas simplement d'être indépendants de telle ou telle puissance, mais d'être en mesure de réagir à une menace. Et là, c'est quelque chose qui est moins clivant que le concept sous-jacent auquel on pourrait se fédérer, même si on n'est pas d'accord sur la menace la plus importante. Mais enfin, ça, c'est quelque chose
chose qui peut se gérer et la répartition des tâches s'ensuit. Maintenant, pour l'Allemagne et la France, pour ce qui est de leur relation avec le Royaume-Uni, disons que le défi psychologique serait d'accepter que le Royaume-Uni soit lui-même en mesure d'être un acteur constructif de, disons, la construction de la défense européenne après avoir quitté l'Union européenne. Alors, c'est pas toujours un concept facile à avaler, pour ainsi dire, mais enfin, c'est quand même une possibilité qui doit exister. Et d'ailleurs, à des fins d'industrie de la défense, la façon dont, selon les comptes, enfin à peu près 40% des revenus générés en Europe autour de la défense viennent ou sont liés, disons, à la production britannique ou au commerce. Donc, parce qu'à côté de la France, c'est quand même le Royaume-Uni qui est l'acteur militaire le plus puissant, en tout cas la plus forte capacité. Donc, on ne peut pas l'exclure. Et puis, du point de vue britannique, l'obstacle psychologique, c'est d'accepter que certaines des nouvelles idées de sécurité et de défense peuvent faire sens pour les Britanniques et méritent d'être approfondies. Donc, de part et d'autre, disons, de la Manche, il y a nécessité de surmonter ces obstacles psychologiques. J'aurais dû dire en préambule que lorsque j'ai évoqué les difficultés peut-être dans la relation franco-allemande, évidemment, on se plaint, mais quand même, les résultats de la coopération franco-allemande sont quand même considérables. Il y a des tas d'autres domaines où on ne pourrait même pas entrer dans ce genre de considérations, parce que les problèmes sont beaucoup plus importants, alors que là, on a quand même un certain niveau de réalisation, et sur un plan symbolique, ces réalisations sont importantes aussi. D'ailleurs, vous avez parlé des sondages d'opinion, des baromètres. Alors, il y a un autre sondage qui semble indiquer que les Allemands, en général, estiment qu'il y a davantage de convergence avec la France que ne le pensent de leur côté les Français. C'est-à-dire que les Allemands estiment qu'il y a déjà pas mal de réalisations, alors que les Français, selon ce même sondage d'opinion, n'ont pas la même appréciation. Donc là, il y a une différence d'appréciation entre l'opinion publique française et allemande qui mérite peut-être d'être relevée. Et puis, l'issue de la lutte contre le terrorisme et effectivement les problèmes que cela pose à l'intégration des structures de défense européennes. Là, vous avez mis dans le mille autour de cette question. Si vous interrogez la population allemande au sujet des missions qui devraient être celles des forces armées, notamment en Afghanistan, mais également ailleurs, la lutte contre le terrorisme est peut-être le seul chapitre qui ne fasse pas l'unanimité. En tout cas, c'est celui qui attire le moins de soutien. Les Allemands estiment que les forces armées ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Il y a une séparation très stricte entre ce qui relève de la police et ce qui relève de l'armée, de la gestion des crises militaires. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu la fusion qu'on a constatée dans d'autres pays, alors que dans d'autres pays justement, notamment en France, mais ailleurs également, il y a davantage dans le continuum. Donc là, c'est une autre interrogation à laquelle la réponse ne sera pas toujours évidente. Alors j'ai souri lorsque vous avez parlé des maires de la Chine du Sud, parce que jusqu'à une date récente, c'était une question qui ne concernait pas beaucoup les décideurs allemands, puisque la Chine, pour l'Allemagne, c'est une question de commerce et de business. Et évidemment, cette région nous intéresse sur le plan sécuritaire, mais ça, c'est un concept relativement nouveau pour l'Allemagne, alors que la France estime qu'elle est puissance du Pacifique, alors que c'est pas du tout le cas pour l'Allemagne. Et là, évidemment, il y a une différence. Alors d'ailleurs, il y a une anecdote. Mon institut
un institut une institution qui s'appelle le Dialogue de Shangri-La, qui réunit les ministres de la Défense et d'autres puissances de la région, mais également de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni. Enfin, les États-Unis, est-ce qu'ils sont une puissance extérieure? On peut se le demander. Enfin, toujours est-il que les ministres britanniques et français de la Défense étaient dans le même panel, et il y avait une espèce de concurrence très sympathique de voir qui détenait le plus de navires militaires dans la région pour justifier une présence dans les mers de la Chine du Sud, avec l'idée de maintenir un certain ordre libéral, liberté de naviguer, etc. Et chacun, disons, essayait de faire valoir son propre engagement. Alors, je ne me rappelle pas le détail exact, mais enfin, chacun faisait le point sur son activité. Et puis, quelqu'un a dit, quid de l'Allemagne? Alors, le ministre allemand n'était pas dans le même panel, donc il n'a pas pu répondre à cette question, mais enfin, quand même, le ministre français a dit, ben voilà, nous avons deux officiers de liaison, deux officiers de liaison franco-allemands sur un de nos vaisseaux militaires. Voilà, ça c'était, disons, une mesure de l'engagement allemand. Bon, alors là, évidemment, il fallait voir qui faisait quoi et en échange, qui pourrait damer le pion à l'autre. Enfin bon, je rigole un peu, mais enfin, maintenant, c'est vrai qu'à Berlin, on s'interroge sur ce que pourrait être un rôle allemand, donc, avec les partenaires européens dans cette région du monde. Alors, ça évolue lentement, mais ça évolue. Alors, il y a un autre... d'autres questions, puisque vous avez de nombreux accords multilatéraux, minilatéraux, ou que sais-je, enfin, qui sont un petit peu dans tous les sens. Alors, effectivement, on s'interroge sur le rôle de la Pologne, la Pologne qui pourrait s'inquiéter d'une espèce de dictat franco-allemand qui ne donne à personne d'autre voix au chapitre. C'est vrai, il faut quand même reconnaître que ce risque-là, en tant qu'Allemand, mais également en tant que Français, en tant que décideur ou chercheur, il faut quand même s'interroger sérieusement sur cette question, parce que ce que moi je dirais aux Polonais et aux autres, que ce qu'on recherche au bout du compte, c'est un multilatéralisme efficace, et l'idée initiale de ce type de multilatéralisme, avant que ce soit, disons, détourné par l'Union européenne, l'idée c'était que pour que le multilatéralisme soit efficace, il faut qu'un acteur en fasse plus que les autres, et que cet acteur-là définisse le cadre à l'intérieur duquel les autres pourront apporter leur pierre à l'édifice, jouer un rôle utile, mais il faut qu'un acteur accepte le fait de porter, disons, une part excédentaire en quelque sorte du fardeau pour faire avancer le projet. Et on en est un peu là, même si cela peut paraître un peu inconfortable, c'est un peu de cela qui en retourne, et le cadre, le concept de nation cadre, c'est un petit peu ça aussi. Et peut-être que la France pourra, forte de cette appréciation, peut-être examiner de plus près ce concept de nation cadre. Enfin, je me suis un peu étendu là-dessus, mais j'ai essayé de répondre aux interrogations. Maintenant, enfin, les cultures stratégiques qui pourraient constituer, comme vous l'avez dit, une pierre d'achoppement. Alors, moi, ce que je pense à titre personnel, c'est que s'il faut y répondre, c'est par une action de bas en haut, bottom-up, où une culture doit être partagée. Une culture stratégique partagée signifie qu'il y a une espèce de partage, ou de chevauchement, en tout cas d'une grande intersection entre les appréciations des deux pays. Sur le plan pratique, hein, si vous estimez que la culture stratégique est liée, disons, aux préférences sociétales qui s'appuient elles-mêmes sur l'expérience historique, on se rendra compte qu'il est très difficile de faire évoluer ces cultures stratégiques par la politique. La littérature vous montrera que les décideurs peuvent faire bouger les lignes des cultures stratégiques dans les situations de crise, c'est-à-dire des situations qui remettent en question les préférences qui sous-tendent justement ces fameuses cultures stratégiques nationales. À titre d'exemple, la culture stratégique allemande jusqu'à, disons, au milieu des années 90, avait une dimension qui,
portait en elle l'idée qu'on disait plus jamais la guerre, plus jamais le génocide. Bon, alors le conflit des Balkans a montré que dans certains cas, on ne peut pas nécessairement concilier deux. Il faut quelquefois aller à la guerre pour lutter pour éviter le génocide. Enfin, c'était un cas typique. Et là, voilà, c'était une situation où quelques ministres, des décideurs, des leaders, et même des entrepreneurs de politique, pour reprendre le langage académique, ont fait bouger les lignes, justement. Alors, c'est un processus lent, mais de toute façon, le mouvement doit aller de bas en haut. De haut en bas, on peut effectivement essayer de lancer une direction, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble, et il faut voir quels sont nos terrains d'entente et occuper ce terrain grâce à des actions significatives, grâce auxquelles ce terrain pourra lui-même s'étendre. La question est de savoir si le processus pourra se développer et si nous aurons le temps de le faire. Ce n'est pas gagné d'avance. J'ai envie, je pense qu'il va falloir qu'on revienne un peu sur les questions quand même industrielles, sur la question du programme, du système de combat futur, parce qu'au fond, ce programme d'intégration industrielle, il rappelle quand même comment on a sauvé en français et en allemand l'aéronautique civile, en créant d'abord EADS avec DASA et ensuite en sauvegardant Airbus. Donc là, la question quand même qui est en creux de cette coopération franco-allemande, c'est est-ce que l'aéronautique militaire disparaît définitivement en Europe ou est-ce qu'elle est sauvegardée grâce à cette coopération, avec tout ce que ça signifie sur les systèmes aéronautiques et plus largement, y compris jusqu'aux dimensions, toutes les dimensions que ça intègre, y compris dans le domaine spatial, étant donné quels sont les acteurs qui sont impliqués par ça. Donc ça, peut-être que j'aimerais que vous y reveniez. Le deuxième sujet, alors là, c'est plus peut-être pour que vous nous aidiez à vider une querelle et peut-être des faux amis en termes sémantiques, c'est la notion de nation cadre. La notion de nation cadre pour la France, c'est la capacité pour un pays, la France considère qu'elle peut être nation cadre, à agir au profit des autres pays européens, mais dans un cadre qui est dégagé et de l'OTAN et de l'Union européenne, dans le cadre d'une coalition ad hoc, où des nations sont capables d'assumer pour les autres les fonctions de planification et de conduite. Alors la nation cadre à l'intérieur de l'OTAN, elle signifie quelque chose au fond de très différent parce que elle se situe a priori dans des processus de planification et de conduite qui sont eux multinationalisés comme le reste. Donc je pense qu'il y aurait là à comprendre un peu les enjeux derrière ces deux notions. Alors qui commence sur l'un des deux sujets avant qu'on passe la parole à la salle, sur l'aspect industriel et sur la question de nation cadre? Delphine, vous en choisissez une et puis comme ça vous répondez l'un l'autre. Alors sur la notion de nation cadre, parce que j'avoue que je suis un peu moins calée sur les questions industrielles, j'avais moi-même une question. Il me semble en effet que dans le cas de l'OTAN, c'est un petit peu ce que disait Bastien tout à l'heure, la France en fait a décliné la participation à la notion de nation cadre. L'idée c'était de fédérer les énergies autour de projets, un petit peu comme ça se fait dans la PESCO finalement, mais de façon beaucoup plus restreinte. Et c'est effectivement très loin de l'idée que se fait la France de la nation cadre telle qu'elle a pu l'être dans des opérations européennes comme EUFOR au Congo par exemple. Donc effectivement, là, est-ce qu'il peut y avoir un moyen de renouer les fils du dialogue sur cette notion? Je pense que oui, puisque le cadre européen, pour cela, il me semble être peut-être le plus adapté, le cadre en tout cas de l'Union européenne, étant donné qu'on a et côté français et côté allemand une pratique de la nation cadre, encore s'agit-il de parler la même langue. Bastien? Oui, bien sûr. Sur la question de l'industrie de défense, je crois que le programme de système de combat aérien futur est probablement le projet industriel de défense le plus significatif que devra offrir l'Europe dans les prochaines décennies. Et partant, c'est vraiment une question de savoir s'il y a un avenir à long terme pour une aérospatiale de défense en Europe ou pas. Et ça, c'est d'une importance capitale. Bon, dans un scénario idéal,
on aurait probablement des acteurs industriels dans les nations aérospatiales d'Europe, dont fait partie le Royaume-Uni, qui se mettraient autour de la même table, qui mettraient leurs cartes sur table et qui vont déclarer où, selon eux, se situent les centres d'excellence et affirmer s'ils sont prêts à abandonner certaines composantes. Si tout le monde faisait cela, bien sûr, le danger, ce serait que tout le monde se revendique des mêmes centres d'excellence et qu'on n'aille nulle part. Mais je crois que, sauf s'il y a un dialogue honnête visant à dire qu'on a besoin d'une démarche rationalisée dans ce domaine, là, je suis inquiet du fait que les résultats soient moins qu'optimaux. J'ai entendu des hauts dirigeants d'Airbus développer cet argument pour dire que oui, on est prêt à avoir ce dialogue et d'une certaine façon, peut-être, dans la façon dont la collaboration aérienne franco-allemande est déjà un signe de cela, où il y a déjà une division du leadership dans différents domaines. Et d'autres entreprises auraient pu se targuer d'un rôle de chef de file. Donc là, peut-être que l'on a les prémices de ce dialogue, et je pense que ce serait tout à fait bon. Mais là encore, bien sûr, le problème sera de voir comment on peut faire participer le Royaume-Uni. Et peut-être que l'Espagne souhaiterait se joindre à cela. Celui qui décidera tout, ce sera la Suède, qui pourrait être tentée de vouloir collaborer avec le Royaume-Uni, mais certains ont dit qu'ils étaient aussi intéressés par la collaboration franco-allemande. Bon, l'Italie, on n'est pas très sûr à l'heure actuelle, mais voilà le dialogue qu'il faut nouer. Et là, je crois que l'avenir à terme de ce secteur sera très différent selon les résultats de ce dialogue. Et puis, concernant la question de langue, ou plutôt de sémantique, le concept de nation cadre, c'est l'un des exemples. Bon, l'autonomie stratégique est aussi un autre exemple où l'on ne comprend pas exactement la même chose. Ce sont des étiquettes importantes, mais la question est de savoir ce que l'on en fait. Mon impression est que lorsque la France se lance dans ce genre de collaboration, par exemple avec le Royaume-Uni, cela tourne autour d'activités opérationnelles. Essentiellement, pour l'Allemagne, il s'agit surtout de développer les capacités. C'est une question de planification, de création de capacités, mais pas tellement d'emploi des capacités. Et ça, voilà, c'est l'un des autres domaines où les différences sémantiques reflètent aussi des différences de philosophie qu'il faudrait pouvoir peut-être éventuellement relever. Quelque chose à rajouter? Autrement, je passe la parole à la salle. Peut-être une dernière question très concrète. J'avais envie que Bastien nous donne son avis ou nous pose un diagnostic sur la question du drone européen, dans lequel la France et l'Allemagne sont engagées. C'est un chantier qui me semble important, puisque le drone est quand même quelque chose qui est de plus en plus utilisé, que ce soit pour la reconnaissance ou pour des missions armées. Où est-ce qu'on en est? Parce que d'après les informations que j'ai pu lire, là encore, il y a un problème, il y a une différence assez importante de perception dans l'usage de ce drone et dans le cahier des charges qui serait celui du drone européen. Donc là, comment est-ce qu'on fabrique ce drone européen? Bastien. Merci. J'ai peur de ne pas avoir les dernières actualités sur l'état du dialogue concernant ce projet, mais il y a peut-être des personnes dans la salle qui sont au fait, donc je les inviterai à s'exprimer. Mais en tout cas, ce que je souhaitais dire, c'est qu'il s'agit là d'un autre exemple intéressant de la dynamique que nous avons évoquée, où il y avait un projet, il y a un projet qui implique à la fois la France et le Royaume-Uni, qui a commencé avec des engagements, et puis certains financements, et puis la partie britannique a l'impression que le projet
s'est complètement effondré et qu'il y a très peu de dynamique qui subsiste et qu'il n'y a pas vraiment de projet évident pour y redonner vie. Et bien sûr, avec la baisse de dynamique, la perte d'élan de ce projet, et bien sûr, la collaboration franco-allemande a eu le vent dans les voiles. Il y a des opportunités du point de vue de la CSP dans ce domaine, peut-être aussi d'autres opportunités plus tard qui pourraient être tout à fait intéressantes. Il y a une importance vraiment claire. L'une des fragilités centrales des capacités militaires européennes, en tout cas dans certains domaines assez exigeants, c'est les capacités de renseignement, surveillance, reconnaissance, de combat. Ça, c'est l'une des grandes faiblesses en Europe, surtout si vous retirez le Royaume-Uni de l'équation. Là, c'est vraiment une faiblesse prononcée. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. L'Allemagne travaille encore à un dialogue pour savoir si l'on est à l'aise avec des drones armés. On est en train de déterminer une position pour voir si on peut acheter ou louer certains qui pourraient être armés et puis développer certains qui ne seraient pas armés pour préparer ensuite des évolutions futures. On pourrait installer des armes sur ces drones. Bon, je ne souhaite pas en revenir à la même question, encore une fois, mais là, c'est une expression des positions que nous avons évoquées avec le terme de culture stratégique. Là, très simplement, c'est une différence fondamentale dans la façon dont l'Allemagne voit ce genre de capacité et aussi quelles sont les implications morales, éthiques, juridiques et opérationnelles de ce genre de capacité. Moi, je théoriserais que la population allemande n'est pas très bien éduquée à ces réalités et on a souvent tendance à très rapidement suivre une pente glissante qui se termine par ce terme de robot tueur. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Mais pour l'instant, nos dirigeants, y compris certains parlementaires, n'ont pas très bien fait leur travail pour expliquer ce dont ils retournent avec ce genre de capacité et pourquoi elles pourraient être nécessaires.